le vocabulaire va être parfois une bombe à retardement quand il est mal utilisé, ou à l'inverse, une mine d'or quand on l'utilise à bon escient. On va aborder aujourd'hui trois cas où on va avoir le terme légataire qui va s'avérer être dans un premier temps une mauvaise idée, et puis dans d'autres situations, une meilleure idée que le bénéficiaire. Ce terme peut tout changer. Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Pour faire référence au Dr Nock, on voit ça tout de suite après ça. On va commencer par le premier cas de Monsieur François Pignon, 65 ans, qui rédige son testament et il souhaite transmettre son assurance vie, 200 000 euros, à ses deux petits-enfants, Lucien et Benjamin. Et il précise sur son testament, je lègue mon contrat d'assurance vie à mes deux petits-fils, Lucien et Benjamin. La conséquence de ce terme légué va être double. Dans un premier temps, ça va jouer sur la quotité réservataire et la quotité disponible que je n'aborde pas aujourd'hui. Mais par contre, le fait de dire je lègue, ça veut dire que Lucien et Benjamin reçoivent les capitaux, à savoir chacun 100 000 euros, par la voie successorale, c'est-à-dire en dehors du cadre fiscal de l'assurance vie. Et là, on a le cas d'une assurance vie qui a été faite à 65 ans, avant 70 ans, et avant 70 ans, quand je transmets des capitaux en assurance vie, il y a une exonération, aucun impôt jusqu'à 152 500 par bénéficiaire. Oui, mais ça c'est dans le cadre de l'assurance vie. Sauf qu'avec le legs, je n'ai plus les 152 500, j'ai l'abattement uniquement pour lien de parenté. Un grand-parent, petit-enfant, c'est 1594 d'abattement. C'est-à-dire qu'avec 1594 d'abattement au lieu de 152 500, inutile de dire que ça va piquer. Ça va piquer, en étant légataire, les enfants vont payer 35 750 euros d'impôts. Alors que si j'avais mis je désigne comme bénéficiaire mes petits-enfants, je restais dans le cadre de l'assurance vie et j'avais aucun impôt à payer. On va maintenant regarder le cas de Ginette. Pour elle, le terme légataire, au contraire, va s'avérer plutôt pertinent. Ginette est veuve, elle a 92 ans et il y a 7 ans, suite à des problèmes de santé, elle a vendu sa maison pour partir en EHPAD. À la vente de sa maison, 240 000, elle a décidé de placer la majeure partie de cet argent sur une assurance vie. Elle a fait des rachats programmés et aujourd'hui, elle a 200 000 euros sur ce contrat. Comme clause bénéficiaire, on a juste coché la case mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Donc clause classique. Malheureusement, l'année dernière, son fils unique est prédécédé, laissant Bastien, son petit-fils, comme unique héritier. Et hormis son assurance vie, Ginette n'a plus rien. Quand elle est partie en EHPAD, eh bien finalement, elle a liquidé toutes ses économies et elle est en train maintenant de puiser dans l'épargne qui correspond à l'épargne de sa maison qui avait été placée sur l'assurance vie. Bastien, ici, est bénéficiaire. Par contre, cette fois-ci, on est sur un contrat qui a été souscrit après 70 ans. La règle est un petit peu différente. Après 70 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir un abattement qui s'applique, toujours l'abattement pour lien de parenté, le petit-fils, mais je vais aussi avoir l'abattement de l'assurance vie qui, après 70 ans, descend à 30 500. Et d'ailleurs, cette fois, les 30 500, c'est global. Quel que soit le nombre de bénéficiaires, j'ai qu'une seule fois 30 500 à partager entre tous les bénéficiaires. Donc j'ai un abattement unique. Du coup, l'abattement pour lien de parenté, c'est 1594. Et de fait, l'actif taxable, en étant bénéficiaire, je vais payer des impôts sur 167 906, c'est-à-dire 31 775 de droits de succession pour recueillir l'assurance vie. Eh bien ici, si on changeait la clause bénéficiaire pour désigner Bastien comme légataire, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le contrat rentre cette fois-ci en succession, c'est plus de l'assurance vie.
Comme il rentre en succession, les héritiers, c'est qui? Ce sont mon petit-fils qui vient en représentation de son père prédécédé. Et cette notion est importante puisque quand je viens en représentation, je bénéficie de l'abattement de la personne que je représente. Et l'abattement entre parents et enfants, c'est 100 000 euros. Ce qui signifie que sur 200 000 avec 100 000 d'abattement, cette fois-ci, la part taxable descend à seulement 100 000 euros. Et les droits de succession, du coup, en conséquence, vont être réduits pour payer seulement 18 194 euros, alors que tout à l'heure, j'étais à plus de 31 000. Donc on est dans un cas où ici, il y a lieu de modifier la clause bénéficiaire pour dire je souhaite devenir légataire pour aller chercher un abattement supplémentaire. L'autre option pourrait être de dire je rachète une quote-part de mon contrat d'assurance vie pour en avoir un petit peu, donc au moins 100 000 euros pour aller chercher l'abattement des 100 000. C'est possible, mais pas toujours. Donc ici, le gain fiscal, c'est 13 581. C'est dommage de passer à côté. Alors je vous disais de racheter le contrat. Oui, c'est possible, mais pas toujours. J'avais rencontré une dame sur les recommandations d'une compagnie d'assurance qui m'appelle, la compagnie d'assurance, pas la dame, pour me dire Jean-Noël, on a une cliente qui veut faire un rachat sur le contrat, seulement le courtier qui la suivait a pris sa retraite et du coup, il n'y a plus personne pour gérer le dossier. C'est pas très loin de ton cabinet, est-ce que tu es disposé à aller jusque là-bas? Je vais voir la dame et je fais le point sur l'ensemble de ses placements financiers. Et ces placements financiers, principalement, c'était de l'assurance vie. Donc il y avait chez moi un contrat Cardif qui datait d'il y a une vingtaine d'années, valorisé à 155 000, de l'argent à la banque, de l'argent chez son assureur. On avait un montant en assurance vie qui était plus que conséquent. Elle est agricultrice, je lui dis, dites donc, vous avez sûrement vendu des actifs. Elle me dit, oui, c'est vrai, au décès de mon époux, j'ai vendu les corps de ferme, j'en ai donné une partie à mes enfants, et du coup, j'ai tout placé en assurance vie. Je fais le calcul, je dis, c'est simple, vous avez 460 en assurance vie, 2 enfants, ils vont se partager chacun donc ces 460, ils ont tous les deux 152 500 d'abattement. Par conséquent, il y aura un actif taxable qui correspond à 155 000, et vous allez payer, du moins eux, sur cette base-là, 20%. C'est forfaitaire sur l'assurance vie avant 70 ans, ils vont donc payer 31 000 euros d'impôt. Je dis par contre, on peut faire le point sur votre patrimoine en dehors de l'assurance vie. Elle me dit, c'est simple, ma maison, c'est juste le petit corps de ferme que j'ai gardé ici, et j'en ai que la moitié, puisque mes enfants sont déjà nus propriétaires de l'autre partie. Il me reste quelques valeurs mobilières, un véhicule, mais au total, ma succession, ça ne dépassera pas 55 000. Je lui dis, c'est dommage, divisé par 2, 27 500 par enfant, on a 100 000 d'abattement. En assurance vie, les abattements ne sont pas suffisants et on paye des impôts, alors que de l'autre côté, sur le régime général, j'ai des abattements qui ne sont pas utilisés dans leur globalité. Premier réflexe, on va racheter le contrat qui est chez moi, qui fait 155 000, le contrat Cardif, pour le basculer sur un autre support qui rentre en succession, mais pas de l'assurance vie. Sauf que, manque de peau, en 20 ans, le contrat a triplé. Et en faisant un rachat, ça va coûter beaucoup d'argent en impôts, et surtout, il ne faut pas oublier que quand on fait des rachats comme ça, on va augmenter le revenu fiscal de référence, et on prend le risque de peut-être payer une taxe foncière alors qu'on était non assujetti et qu'on va se retrouver du coup taxable à la taxe foncière ou peut-être perdre des aides. Donc le rachat total, pas une bonne idée. J'appelle la compagnie d'assurance et je dis à l'assureur, est-ce que vous m'autorisez à supprimer la clause bénéficiaire pour que le contrat intègre la succession, à mettre je lègue comme clause bénéficiaire. Le juriste de la compagnie me dit tout à fait, on peut faire ça, mais attention, ça veut dire qu'on va perdre le bénéfice de l'avantage de l'assurance vie, on perd l'abattement des 152 500. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ce que vous voulez? Je dis oui, c'est ce qu'on veut, parce qu'une fois que j'aurai supprimé moi ce contrat de la panoplie des assurances vie, on va être à 0 de droit de succession sur l'assurance vie, et de l'autre côté, on le voit ici, je rajoute
mon contrat, clause bénéficiaire, je lègue. Je me retrouve avec une case ici qui me rajoute 155 000 au niveau du régime général. Je passe à 210 000. Divisé par 2, 105 000 par enfant. 100 000 d'abattement, j'ai 5 000 de taxable par enfant, 5% quand on est sur un montant aussi faible, ça fait 250 euros d'impôt chacun, x 2, 500 euros, du coup, ça vaut le coup. D'autant que, au moment où je la vois, l'objectif c'était de mettre en place des rachats programmés. Donc dans un premier temps, on va racheter ici sur mon contrat, et ça va permettre effectivement de réduire la voilure et de descendre peut-être à 0 de droit de succession. Et puis quand ce sera le cas ici, il est possible que les contrats se seront valorisés de l'autre côté. On fera à nouveau des rachats sur les autres contrats pour faire en sorte que sur les deux tableaux, de ce côté droit, on soit systématiquement sous le seuil d'exonération. L'article L132.12 du Code des assurances précise que le capital d'une assurance vie est hors succession lorsqu'il est versé à un bénéficiaire. Je répète, pour qu'il soit hors succession, il faut qu'il soit versé à un bénéficiaire. Si dans mon testament j'utilise la formule « je lègue », dans ce cas-là, je perds le bénéfice du régime favorable de l'assurance vie et ça veut dire que le contrat intègre la succession. Voilà, j'espère que ça pourra être utile à certains. N'hésitez pas à vérifier vos clauses bénéficiaires et à les ajuster quand c'est utile. À très vite, merci.